Les pauvres voient des obstacles, les riches voient des opportunités. C'est toute la différence. Par Abraham Solomon, d'après son livre La science de la richesse, téléchargeable gratuitement en exclusivité pour la chaîne Science et philosophie de la richesse. Le lien en description. Commençons. C'est un secret que les gens les plus riches de ce monde utilisent sans même s'en rendre compte. Et à la fin de cette vidéo, toi aussi tu l'auras. Tu vas apprendre à voir ce que 95% des gens ne voient pas. Tu vas reprogrammer ta perception pour repérer des opportunités invisibles dans ta vie, dans ton business, dans chaque situation du quotidien. Mais avant de tout te révéler, mets un like à cette vidéo. Cela m'encourage à continuer à t'apporter toujours plus de valeur. Et aussi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce que cette chaîne, ce n'est pas juste des vidéos sur la richesse. C'est là où tu apprends la science et la philosophie des gens riches, le fonctionnement réel de leur cerveau, de leur vision, de leurs décisions. Si ça te parle, alors tu es au bon endroit et nous pouvons commencer. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Des murs, un écran, des objets. Rien de spécial, pas vrai? Maintenant, imagine qu'une autre personne regarde exactement la même chose que toi. Le même endroit, la même lumière, les mêmes détails. Sauf que cette personne, elle voit une opportunité là où toi, tu vois un mur. Elle voit un signal là où toi, tu vois du bruit. Ici commence cette compétence oubliée. La richesse ne commence pas dans les chiffres, mais dans la manière dont on regarde le monde. Elle naît dans l'œil attentif, dans l'oreille éveillée, dans la main sensible, dans l'esprit capable de transformer une impression fugitive en compréhension claire. Cette leçon montre que celui qui veut prospérer doit d'abord apprendre à voir, à entendre, à sentir, puis à interpréter. Tout commence par les sens. Ils sont les portes par lesquelles le monde entre en nous. Mais ces portes ne servent à rien si l'on se contente de les laisser ouvertes passivement. Recevoir des impressions ne suffit pas. Il faut y répondre. Il faut comprendre. Une vie où l'on se contente d'enregistrer des sensations sans les analyser ressemble à un catalogue d'images sans signification. À l'inverse, celui qui réagit, qui questionne, qui cherche à expliquer ce qu'il perçoit, transforme chaque expérience en connaissance. Et chaque connaissance devient une force. Contrairement aux objets inertes qui subissent les influences extérieures, l'être humain peut choisir sa réponse. Il peut observer son environnement social, comprendre les réactions des autres, ajuster son comportement. Il ne se contente pas de subir la vie. Il l'examine, il l'interprète, il y trouve sa place. Cette attitude active est déjà une forme de richesse. Elle donne de la confiance, de la présence, de l'assurance dans les relations humaines. Pour comprendre le mécanisme de cette richesse intérieure, il faut distinguer sensation et perception. La sensation est brute, une odeur, un son, une couleur. La perception est un acte plus complexe. L'esprit compare la sensation à ses souvenirs, l'analyse, la classe, l'interprète. Une odeur devient fumée de cigare parce qu'elle est confrontée à des expériences passées. Ainsi, la connaissance n'est jamais un simple reflet du monde extérieur. Elle est une construction active. Plus cette construction est précise, plus les décisions qui en découlent sont justes. Mais les perceptions peuvent être vagues ou erronées. La fatigue, la distraction, les préjugés troublent le jugement. L'esprit peut mal développer la photographie que les sens lui ont fournie. Les illusions naissent alors. La richesse exige donc un contrôle conscient des perceptions. Il faut trier, sélectionner, éliminer le superflu. Comme un conducteur dans une rue encombrée concentre son attention sur les signaux essentiels et ignore le reste, celui qui veut réussir apprend à orienter ses sens vers ce qui sert son objectif. L'éducation des sens devient alors une tâche fondamentale. Tous contribuent à la connaissance, mais à des degrés divers. Le goût et l'odorat ont leur utilité, mais la vue et l'ouïe jouent un rôle prépondérant. Le toucher, lui aussi, apporte des informations précieuses sur la matière, le poids, la texture. L'essentiel est de ne pas opposer activité intellectuelle et habileté manuelle. La main pense à sa manière. La véritable compétence exige l'union de l'esprit et du geste. Pourtant, cultiver les sens ne signifie pas les laisser gouverner. Il faut les discipliner. La sensibilité enrichit la vie, mais elle doit être maîtrisée. Les impressions esthétiques, les émotions, les expériences douloureuses peuvent même devenir des sources de connaissances si elles sont comprises. Une parole entendue, un paysage contemplé, une épreuve traversée modifie l'être. Celui qui choisit consciemment les impressions qu'il nourrit en lui oriente son propre développement. L'observation est le cœur de cette démarche. Observer n'est pas seulement voir, c'est décider de voir. C'est un acte volontaire, dirigé, méthodique.
L'attention en est la clé. Sans elle, les sensations restent floues. Avec elle, elles deviennent nettes, complètes, utilisables. L'observation peut être superficielle ou approfondie, passive ou active. Elle dépend de la qualité du choix que l'on fait parmi les impressions reçues. Or, ce choix suppose déjà une culture, une idée directrice, un but, car nous percevons surtout ce que nous sommes préparés à percevoir. L'esprit utilise ses souvenirs comme des filtres. Ce que l'on connaît déjà aide à voir ce que l'on n'avait pas encore remarqué. L'imagination vient renforcer la perception. Celui qui attend un signal particulier l'entend là où d'autres ne perçoivent rien. L'attention préparée aiguise la perception. Cette capacité d'observer transforme l'existence. Sans elle, on traverse la vie sans la voir. Avec elle, le monde se peuple de détails, de nuances, de différents. Elle évite les jugements hâtifs et les généralisations grossières. Elle donne accès aux rapports subtils entre les choses. Dans la science, elle a permis les grandes découvertes. Une remarque simple, comprise en profondeur, a parfois suffi à bouleverser des industries entières. Dans l'art, elle est le secret des maîtres. Les peintres et les poètes ont d'abord été des observateurs attentifs. Ils ont appris à saisir à la fois l'ensemble et le détail, à mémoriser un paysage, à fixer une impression fugitive. Dans la vie professionnelle, l'observation est d'une valeur directe. Le médecin établit son diagnostic en comparant le cas présent à des cas antérieurs soigneusement observés. L'ingénieur adapte une solution générale à une situation particulière. Le commerçant reconnaît un client, distingue un produit authentique d'une imitation, évalue une qualité d'un simple regard. Dans les affaires, un manque d'observation peut coûter cher. Une observation fine peut faire gagner du temps, de l'argent, de la confiance. Savoir discerner les différences est un art en soi. Deux objets apparemment identiques ne le sont jamais totalement. L'exercice de comparer, de chercher la nuance, développe la finesse du jugement. C'est par la différenciation que progresse la connaissance. Cette capacité protège contre les fraudes, éclaire les choix, renforce la compétence. Mais observer ne suffit pas. Il faut interpréter. Sans méthode, l'accumulation de détails devient confusion. Avec une idée directrice, les observations se classent, se relient, prennent sens. L'interprétation transforme l'information en intelligence. Elle permet d'anticiper, de prévoir, de décider. À force d'exercice, l'observation devient plus rapide et plus précise. Au début, elle demande effort et lenteur. Puis, elle se fait spontanée. Comme la lecture qui fut laborieuse avant de devenir automatique, l'observation entraînée agit presque sans que l'on y pense. L'idéal est de réunir deux qualités qui semblent s'opposer, la précision et la vitesse. L'expert voit vite parce qu'il a appris à voir juste. Dans une situation imprévue, c'est le souvenir exact d'une information qui peut sauver une vie ou éviter une grave erreur. Chaque sens possède sa mémoire propre. Certains retiennent mieux les images, d'autres les sons. L'idéal est de les associer. Voir un nom écrit en l'entendant prononcer renforce sa fixation. Chercher un trait caractéristique chez une personne aide à ne plus l'oublier. Le détail pittoresque, le signe distinctif, deviennent des points d'ancrage pour la mémoire. Ainsi se dessine une conception exigeante de la richesse. Elle ne repose pas sur la chance, ni sur la simple accumulation d'informations, mais sur une qualité d'attention au réel. Cultiver ses sens, discipliner ses perceptions, exercer son observation, entraîner sa mémoire, autant de démarches qui transforment la manière d'agir. Celui qui voit mieux comprend mieux. Celui qui comprend mieux choisit mieux. Et celui qui choisit mieux construit, peu à peu, une prospérité solide, fondée sur une intelligence vivante du monde. Nous voilà arrivés à la fin de cette troisième leçon. Mais avant de nous quitter, j'ai une question pour toi. Et je veux ta vraie réponse en commentaire. Est-ce que les riches voient le monde autrement parce qu'ils sont riches ou est-ce qu'ils sont devenus riches parce qu'ils voyaient le monde autrement? Dis-moi réellement ce que tu en penses. Après avoir répondu, tu pourras, si tu le souhaites, télécharger gratuitement un exemplaire de mon livre « La science de la richesse ». C'est en quelque sorte mon cadeau pour les générations à venir. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé. N'oublie pas, le véritable pouvoir n'appartient pas à celui qui voit le plus, mais à celui qui interprète le mieux. À bientôt.